Bonjour à tous, Benjamin Cano, je travaille à l'Institut pour le développement forestier, le service recherche et développement du CNPF, et je suis en charge de l'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie de développement et de valorisation de l'outil BioClimSol. C'est à ce titre-là que je vous propose une présentation de cet outil porté par le CNPF. Quelques mots de contexte et d'origine de la démarche. Alors, la genèse de la démarche trouve son origine au début des années 2000, consécutivement à des épisodes de canicule et de sécheresse qui ont particulièrement marqué les paysages des Pays de la Loire et de Poitou-Charentes, notamment les peuplements de chênes, qui à l'époque avaient dépéri et provoqué de grandes perturbations dans la gestion courante, notamment à travers des signaux reçus sur les demandes de coupe dérogatoires, notamment qui ont été multipliées dans les années consécutives 2006 et 2007. C'est à cette époque-ci, Jean Lemaire était en charge de l'expertise de la sylviculture des chênes en France, on travaillait à l'IDF, a été sollicité par les collègues en région pour tenter de comprendre ce phénomène de dépérissement observé. Et une première étude qui a donc été mise en place de 2009 à 2012, intitulée Les chênes atlantiques face au changement climatique, comprendre et agir, a eu pour objectif de concevoir une méthode susceptible de mieux comprendre le mécanisme en jeu et pour mieux agir en termes de gestion et élaborer des prescriptions de gestion face à ces phénomènes de dépérissement. Cette méthode a été conçue dans l'idée de la répliquer sur d'autres essences, ce qui a été permis durant une période consécutive à travers une trentaine d'autres études pour une douzaine d'autres essences et à travers l'installation de placettes, de milliers de placettes sur le terrain. Ce n'est qu'en 2019 que l'outil BioClimSol s'est concrétisé un petit peu plus à travers l'application numérique de terrain qui a pu être développée dans le cadre d'un projet LIFE nommé Forecast et porté par le PNR au Languedoc. Plus tard, la thèse soutenue par Jean Lemaire a démarré en 2020 et a eu pour objectif de valider les méthodes scientifiques utilisées à travers l'outil. Une première publication a pu être soumise et validée en 2022 dans la revue Forest Ecology Management, déposant cette méthode et décrivant cette méthode pour la première fois. Et puis, parallèlement à quoi, le plan de relance a cité l'outil comme un levier d'accès aux aides de l'État, ce qui a engendré un déploiement de l'outil à l'extérieur du CNPF et la mise en place surtout d'une nouvelle stratégie en 2023 avec des travaux, la mise en perspective de travaux de valorisation et de développement de l'outil selon des axes stratégiques de recherche et développement, de développement numérique, de diffusion et de valorisation. Alors, durant tout ce parcours, BioClimSol a été soutenu par un grand nombre de partenaires, en commençant par les partenaires financiers, en particulier l'État, l'Europe, qui ont été des partenaires très importants, mais aussi de nombreuses collectivités locales qui ont soutenu chacune des études régionales qui ont participé à la consolidation de l'outil dans son format actuel. Parallèlement à quoi, les partenaires institutionnels, notamment dans le domaine de la recherche et du développement, ont également répondu présents aux côtés du CNPF pour l'accompagner dans les différents domaines d'expertise qui ont été interceptés par l'outil, et notamment on pourra citer le département de la santé des forêts, l'IGN, Météo France, notamment AgroParisTech. Et puis, l'outil a aussi bénéficié d'un encadrement de partenaires scientifiques, partenaires de recherche, à travers des comités scientifiques, plus récemment, par l'intermédiaire de la thèse en cours et un soutien très lisible de l'INRAE, qui encadre donc cette thèse. J'y reviendrai. Alors, au niveau des principes, concepts et objectifs, l'outil, au départ, a été conçu pour d'abord valider une méthode de modélisation des risques de dépérissement sur toutes les essences forestières. Alors, avec la notion de risque entendue par ce concept bien connu et bien utilisé en forêt déjà, conjuguant la dimension d'aléa, de vulnérabilité et d'enjeu. BioClimSol étant l'acronyme des risques biotiques du climat et du sol, trois dimensions participant activement à ces dimensions d'aléa et de vulnérabilité, en face desquelles
on examine finalement les essences patrimoniales, objets des dépérissements sur le territoire, et les essences candidates potentielles en perspective de climat futur, qui représentent l'enjeu principal de l'outil. Et donc, l'outil se prononce sur deux types de risques, le risque de dépérissement et le risque d'incompatibilité écologique. Nous y reviendrons un peu plus tard, plus en détail. Donc, en dehors de cet objectif de conceptualisation d'une méthode, BioClimSol se revendique être un outil d'aide à la décision à destination des sylviculteurs. Et dès le début de la démarche de construction de cet outil, l'objectif de rendre accessible aux gestionnaires l'expertise de ces modèles assez complexes via une application par un diagnostic sur le terrain le plus simple possible a été un objectif extrêmement centrale dans les préoccupations de développement de cet outil. Donc ça veut dire la recherche d'une traduction de cette expertise scientifique en prescription de gestion, voilà, dans un objectif très pragmatique. Alors, outil d'aide à la décision, c'est d'abord une aide au diagnostic sur le terrain au niveau de la parcelle. Ça, c'était un des préalables importants des cahiers des charges de l'outil à ses débuts. Et c'est la raison pour laquelle il se formalise aujourd'hui sous la forme d'une application numérique de terrain qui embarque finalement toute l'expertise scientifique à travers des algorithmes. L'idée, c'est aussi d'aller plus loin que le diagnostic et d'aider le propriétaire sylviculteur accompagné de son gestionnaire à décider, notamment en termes de choix d'essence, proposant une lecture comparative selon une lecture relative du niveau de vigilance, donc du risque de dépérissement et de compatibilité écologique. Et puis donc d'aller jusqu'à développer des prescriptions pour des itinéraires sylvicoles selon des stratégies d'adaptation au changement climatique. C'est bien l'idée. Donc, l'application, l'outil BioClimSol existe selon plusieurs formats. Une application numérique qui se destine donc aux gestionnaires de forestiers à l'échelle de la parcelle, mais est capable aussi de produire des cartes à des échelles territoriales un petit peu plus vastes, à destination exclusivement des décideurs, puisque ces cartes, sur certains paramètres, doivent être paramétrées finalement manuellement. Là, c'est le cas dans l'exemple illustré ici pour le réservoir utile que l'on n'est pas capable de cartographier sur toute la France avec une précision suffisante pour pouvoir l'embarquer dans ces cartes. Donc, ça donne lieu à un certain nombre de cartes et un gradient de cartes qui peut être très variable. Et c'est la raison pour laquelle on ne destine ces cartes qu'aux décideurs et pas aux gestionnaires à l'échelle de la parcelle. Puis enfin, il existe des formats développeurs hein, sous R et puis SIG et des interfaces web à venir qui nous permettent de développer sans cesse et mettre à jour les modèles de l'outil. En termes de concept, l'outil repose sur des données que l'application va aller chercher sur les serveurs du CNPF. C'est le cas des données climatiques et des données topographiques qui se présentent sous la forme de données spatialisées, hein, de modèles spatialisés, sous la forme de raster, et donc avec des scénarios de climat présent et futur en ce qui concerne les données climatiques. Et puis les données de terrain sont récupérées via les utilisateurs de l'application, directement dans la parcelle. Ça concerne le sol, les données sylvicoles, les données sanitaires, avec des observations qui sont réalisées selon des protocoles et des démarches standardisées. Les algorithmes de l'outil s'alimentent de ces données recueillies pour s'exprimer sur le risque de dépérissement des peuplements sur pied et sur la compatibilité de niche des essences éventuellement candidates selon les scénarios de climat présent et futur qui sont listés dans l'outil. Tout cela aboutit exclusivement au choix des essences et à des recommandations sylvicoles de peuplement sur pied au regard du risque de dépérissement. Alors, lorsque l'outil s'intéresse, vous l'aurez compris, principalement au risque de dépérissement, qui est un concept qu'il est nécessaire de bien maîtriser pour pouvoir utiliser les sorties et interpréter les sorties de l'outil. Donc, quelques rappels ici. Le dépérissement est bien entendu comme un phénomène évolutif et complexe de paramètres qui interagissent et s'enchaînent pour finalement opérer un signal sur les arbres et sur les peuplements, un signal d'altération plus ou moins durable de la quantité de feuillage et de la qualité finalement du feuillage. Donc ça, c'est une approche descriptive par les symptômes où finalement ça revient à considérer le dépérissement comme un écart
de l'arbre par rapport à un état normal, qu'on considère être normal. Et c'est de cette manière que l'on s'y prend pour notamment quantifier ce niveau de dépérissement à travers la qualité et la quantité de feuillage dans le houppier. Et puis une approche plus analytique, ben, finalement, met en facteur un certain nombre de paramètres qui soient d'origine climatique, stationnelle, biotique ou voire anthropique, hein, comme sylvicole. Et finalement, ces facteurs finalement interagissent et s'enchaînent dans une dynamique pour générer cet état, cet écart à la normale des arbres selon des dynamiques diverses, avec en général des niveaux de facteurs prédisposants qui finalement conditionnent le dépérissement dans les conditions dans lesquelles les arbres se sont développés durant leur vie, des facteurs déclenchants qui sont plutôt des événements qui vont provoquer des stress et des facteurs aggravants qui vont catalyser finalement la mortalité et la dégradation, la bascule vers un niveau d'irréversibilité de l'état de l'arbre. Représenté ici de manière un peu plus dynamique, on considère à nouveau donc ces facteurs, ces grandes familles de facteurs, sol, topographie, sylviculture, climat, biotique, agissant sur cette variation de l'état des arbres et donc des peuplements, avec des boucles de rétroaction possibles. Donc en partant d'un état sain, un peuplement peut subir un stress à un moment donné, un facteur déclenchant qui va provoquer des symptômes et donc un signal. Et à la faveur de conditions plus favorables retrouvées, en général, le peuplement va pouvoir revenir à un état normal selon des processus de résilience. Mais si ces événements augmentent en fréquence comme en intensité, eh bien, on est capable d'observer une dégradation plus durable et surtout irréversible à un certain moment de l'état des arbres et du peuplement. Et c'est ça qui nous intéresse particulièrement dans l'outil BioClimSol, de caractériser. Alors, en sachant qu'il existe évidemment des gammes de cinétiques extrêmement larges, où là, on a un autre exemple hein, de peuplement dans le cas duquel les facteurs prédisposants peuvent être plus limitants, et donc au premier événement d'ampleur, eh bien, on peut observer des effets de bascule un peu plus brutaux, avec des dégâts, des dommages et irréversibles beaucoup plus rapides. Alors, au-delà du fait que les facteurs agissent sur les arbres, il faut aussi retenir que chacun des compartiments qui drivent ces signaux interagissent également entre eux. Et c'est là aussi c'est ça qui a notamment soutenu les choix qui ont été faits en matière de méthode pour alimenter l'outil BioClimSol. Et donc, on considérera assez facilement que le climat va par exemple jouer un rôle sur les dynamiques des facteurs biotiques, que le sol va influencer la sylviculture, que la sylviculture elle-même peut influencer le microclimat au niveau de la parcelle, etc. Et donc l'hypothèse de départ de BioClimSol, c'est de réussir à monter, à modéliser le phénomène de dépérissement, c'est-à-dire d'être capable de mettre en relation un signal, qui est le niveau de dépérissement d'un peuplement, en fonction de tous les facteurs qui agissent sur ce signal, qui sont les drivers de ce signal, qu'ils soient d'origine biotique, climatique, et topoédaphique ou sylvicole. Et donc on va tester tout un tas de variables qui rentrent dans ces catégories de facteurs et essayer d'établir des relations statistiques avec le niveau de dépérissement. Alors, en termes de méthode et de fonctionnement, comment on s'y prend pour construire un modèle de dépérissement dans BioClimSol? On commence d'abord, au préalable, par définir la niche climatique de l'essence étudiée. Ici, c'est l'exemple du chêne pédonculé de mémoire. Derrière quoi, en fait, en étudiant la répartition mondiale de ces essences, on définit des seuils climatiques de certains paramètres climatiques qui vont nous permettre de stratifier l'échantillonnage de nos études de terrain selon des gradients qui peuvent être intéressants à étudier. Ici, par exemple, la demande climatique en eau en saison de végétation, le P-LTP. Ça peut être aussi d'autres variables, et c'est donc selon ces gradients-là que l'on va échantillonner le territoire à travers l'installation de placettes, en général une centaine de placettes pour une étude de dépérissement dans une région, et à travers lesquelles, hein, donc ces placettes et cet échantillon, on va essayer de rechercher également un gradient de dépérissement avec des peuplements sains et des peuplements dépérissants, de manière à pouvoir qualifier justement ces gradients et ce signal
selon les paramètres que l'on va ensuite relever à travers toute une caractérisation de terrain. Alors, avec des démarches de sondage pédologique, de mesures dendrométriques et de relevés très précis du niveau de dépérissement dans les peuplements. Tout cela aboutit à la construction d'un modèle de dépérissement qui cherche à expliquer le phénomène observé. Donc, pour synthétiser, on part finalement d'un signal observé sur le terrain, donc avec tout le gradient qu'il est capable d'exprimer, avec des arbres sains, des arbres moyennement altérés, des arbres très fortement altérés. Et on regarde selon toutes ces grandes familles de facteurs, climatiques, sylvicoles, topoédaphiques. On va tester beaucoup de variables, de 100 à 2000 variables aujourd'hui dans les nouvelles générations de modèles. On va essayer de regarder laquelle ou lesquelles interagissent et agissent directement sur ce signal. Alors la méthode statistique utilisée s'appelle la méthode des moindres carrés, Partial Least Square Regression, et finalement combine l'analyse en composantes principales et régression, ce qui a l'avantage, avec un petit jeu de données et un très grand nombre de variables, eh bien, d'identifier les variables qui interviennent dans le signal et surtout d'établir les meilleures relations statistiques entre ces variables et le signal et surtout les effets d'interaction qu'il y a entre elles. C'est-à-dire que c'est une méthode qui a l'avantage de supprimer la collinéarité des variables et de supprimer, par exemple, d'être capable de voir des variables qui se cacheraient l'une derrière l'autre. Donc c'est également une méthode qui est extrêmement sensible et qui donc en contrepartie exige une supervision humaine avec une expertise humaine assez pointue, de manière à gommer les effets qui pourraient être liés à l'échantillonnage statistique ou aux effets de bruit qu'il pourrait y avoir dans l'échantillon statistique. Alors cette méthode aboutit à la formulation d'une équation qui met en facteur finalement toutes les variables identifiées et leur attribue un poids qu'il soit d'intérêt négatif ou positif pour le dépérissement. Ici, l'exemple du modèle du pain qui a fait l'objet de la première publication scientifique de Jean Lemaire dans le cadre de sa thèse en 2023, où le gui observé sur le terrain, le nombre de nids de processionnaires du pain observés dans les arbres, des indices topoédaphiques, ainsi que des variables climatiques comme des demandes climatiques en eau ou les températures moyennes du mois de juillet ou du mois de janvier, sont entrés comme facteur explicatif du signal de dépérissement, avec à chaque fois les compartiments bio-clim-sol représentés. Ces équations permettent in fine de calculer, d'estimer les probabilités de rencontrer un dépérissement, qui, selon cette échelle, permet d'aboutir à un gradient, à un indice standardisé de 1 à 10, et qui traduit finalement les niveaux de vigilance que l'on appliquera ensuite aux prescriptions de gestion de peuplement sur pied, vigilance modérée à maximale, qui exprimera donc la probabilité de rencontrer un dépérissement. Alors, entendu par la définition donc en cours, euh, considérant un peuplement dépérissant comme comptant au moins 20% de tiges dominantes dépérissantes au sein de la placette. Alors, le deuxième type de modèle qui est embarqué dans BioClimSol, ce sont des modèles de niche qui ne répondent pas tout à fait à la même question et qui vont s'exprimer sur la compatibilité écologique des essences par rapport aux paramètres relevés dans la parcelle. Et donc là, pour construire ces modèles de niche, dits INB, un outil, eh bien, on part également donc, de l'ère des enveloppes de répartition mondiale des essences que l'on souhaite expertiser. Ça va être ici le cas pour le pain le sapin de Turquie, pardon. Et donc, on va aller selon 7 paramètres climatiques. On va commencer par regarder ce qui limite ces aires de répartition mondiale au nord et au sud selon des axes respectivement chaud et sec et froid, avec des paramètres climatiques qui sont toujours les mêmes, au nombre de 7, des demandes climatiques en eau sur différentes périodes de la saison de végétation, PETP 05-09, c'est PETP de mai à septembre, 06-08 de juin à août, voilà. Les TX, c'est les températures maximales, et puis TN, température minimale du mois de janvier, du mois de mars, TN absolu pour la température minimale euh, extrême jamais enregistrée dans la moyenne trentenaire, et la température moyenne pour l'axe froid. Voilà.
Une fois ces axes définis, on calcule donc la probabilité, hein, on estime la probabilité d'être dans la niche au regard de ces axes chauds, secs et axes froids, hein, en combinant évidemment les résultats sur l'ensemble des conditions climatiques en France. Et donc par un système de régression, on est capable de projeter cette probabilité d'être dans la niche au seuil de 90%. On précise que on ne considère pas les 10% d'extrême de l'aire de répartition de l'essence mondiale pour extraire comment dire, les extrêmes qui correspondent bien souvent qui correspondent bien souvent soit à de l'incertitude de l'enveloppe, soit à des conditions dans lesquelles il n'est pas raisonnable d'envisager la, la sylviculture de l'essence en y affectant des objectifs de production. Pour les compartiments d'haute écologie liés au sol et à la topographie, on embarque dans l'outil des matrices de paramétrage qui définissent les caractères haute écologiques des essences par de la bibliographie et des enquêtes d'experts. Ces matrices de paramétrage comment dire, sont renseignées pour toutes les essences qui sont embarquées dans l'outil. Et donc ça permet de délivrer à l'utilisateur à travers l'application, et bien finalement une, une expertise de la situation qu'il relève sur ces compartiments-là aussi, de compatibilité avec l'haute écologie des essences. Donc par rapport au sol, c'est représenté sous la forme d'un petit pictogramme en forme de pioche, et à la topographie en forme de montagne. Et donc, lorsque des facteurs limitants sont identifiés, eh bien, ces pictogrammes changent de couleur de manière à renseigner l'utilisateur sur la compatibilité haute écologique. Donc, in fine, l'outil délivre ces trois pictogrammes les uns à côté des autres et permettent à l'utilisateur eh bien, de disposer d'une expertise sur le risque d'incompatibilité écologique, hein, c'est-à-dire de savoir si l'essence qu'il considère est bien dans sa niche ou pas, selon les conditions relevées. Alors avec une petite nuance, c'est que l'outil ne tient pas compte des effets possibles de compensation entre les différentes composantes qu'il représente ici, de la niche. C'est bien la charge de l'utilisateur d'aller plus loin et d'être capable par exemple, de pondérer un petit peu le résultat. Si le compartiment climatique, par exemple, fait défaut, d'être capable de voir que le sol est capable de compenser le climat, eh bien, ce sera à la charge de l'utilisateur de réaliser ce type de réflexion et de raisonnement. Alors aujourd'hui, dans l'outil BioClimSol, il y a 14 modèles IBS pour 13 essences. Il y a deux modèles pour le châtaignier. Et puis, sur les modèles de niche, ça représente à peu près 34 modèles d'essences à la fois autochtones, on retrouve en France, comme des essences plus exotiques, en général méditerranéennes, voire un peu plus lointaines, en sachant que la stratégie de développement de l'outil s'inscrit dans un processus d'amélioration continue où de nouveaux modèles sont à l'étude régulièrement pour augmenter la liste des possibilités pour l'utilisateur final. Alors, les données utilisées par les modèles, elles proviennent, pour ce qui est du climat, de Météo France en grande partie. En ce qui concerne les températures et les précipitations, c'est Aurélie qui fournit les moyennes trentenaires avec une résolution de 1 km. Et pour ce qui est de la variabilité interannuelle, puisque c'est des choses qui vont nous intéresser sur les successions d'événements qu'on cherche à caractériser et qui peuvent provoquer les signaux de dépérissement, eh bien, on va utiliser Safran, qui de base a une résolution de 8 km. En ce qui concerne le rayonnement, on a choisi de se reposer sur le modèle Digitalis développé par AgroParisTech, car ce modèle de rayonnement prend en compte la topographie en France et présente une précision plus intéressante pour la forêt que le modèle de rayonnement global proposé par Météo France. C'est la raison pour laquelle on a des traitements qui nous permettent de construire nos propres normales climatiques spécialisées dont on se sert ensuite pour eh bien, construire nos modèles et faire
et faire tourner les algorithmes de l'outil. Ça passe aussi, alors ces constructions de données passent par le recalcul de certaines variables comme les évapotranspirations qui tiennent compte du coup du rayonnement de Digitalis. Et comme on cherche également à obtenir des résolutions plus fines pour répondre à l'échelle de la parcelle, et on procède également à des descentes d'échelle, des projections Météo France, Aurélie et Safran, qui nous permettent d'aboutir à des résolutions plus compatibles avec l'expertise à l'échelle de la parcelle, de l'ordre de 50 à 75 mètres. Pour ce qui est des données topographiques, on extrait un certain nombre d'informations directement du modèle numérique de terrain proposé par l'IGN, alors qui possède une résolution désormais de 25 mètres, plus précis que au début des années où le BioClimSol a été développé, où on disposait plutôt du modèle à résolution de 75 mètres. Et puis, par l'intermédiaire donc de ce modèle numérique de terrain, hein, qui représente finalement une projection altimétrique de toute la France, eh bien, on va décliner tout un tas de variables, dériver tout un tas de variables comme la pente, évidemment, l'exposition, mais aussi tout un tas d'indices topoédaphiques comme la courbure, le TWI, qui va s'intéresser à la circulation de l'eau en fonction de la morphométrie du terrain, l'IKR qui va combiner exposition et pente pour donner une idée des effets de fun qu'on pourrait rencontrer ou des effets de versant. Le confinement, hein, qui concerne l'ombrage porté par les sommets, et puis le TPI, qui est une lecture relative altimétrique d'un point par rapport à un environnement autour de lui selon des rayons variables. Donc toutes ces variables sont calculées à partir du MNT et utilisées pour construire les modèles. En termes de données pédologiques et sylvicoles, eh bien, on va relever un certain nombre d'informations donc à travers les placettes de calibration lors de la construction des modèles. En termes de dendrométrie, ça va être des variables assez habituelles pour les forestiers qui représentent des notions de capital sur pied à travers la surface terrière, de structuration des bois à travers les diamètres moyens, de fertilité à travers la hauteur dominante et de mélange à travers la proportion des essences. En ce qui concerne le sol, on va procéder à un sondage pioche-tarière et un examen du sol selon les protocoles habituels en termes de pédologie qui permettent d'apprécier assez finement les caractéristiques du sol, et en particulier donc horizon par horizon, une notion de l'intensité d'hydromorphie, une notion de l'intensité de l'encombrement en éléments grossiers, une notion évidemment de texture, de pH, etc., etc. In fine, c'est le calcul du réservoir utile qui sera véritablement le plus recherché comme étant les variables souvent intéressantes dans le cadre dépérissements liés à des stress hydriques, comme effet compensateur. Et puis quand on construit nos modèles, on va également relever sur le terrain à travers toujours ces placettes hein, de calibration, eh bien, le niveau de dépérissement sans lequel on ne peut évidemment pas aboutir à la démarche. Et ça, on passe par les protocoles dépéris du DSF ou Archi du CNPF qui nous permettent finalement de qualifier les arbres et de répéter ça sur une vingtaine de tiges par placette pour aboutir à des statistiques à l'échelle du peuplement, ce qui nous permet ensuite de construire nos modèles. Alors, en termes de projection des climats futurs, on embarque dans l'outil des scénarios qui sont à l'origine basés sur les scénarios du GIEC. À travers le modèle proposé par Météo France pour le moment dans la version actuelle de BioClimSol, modèle DRIAS, on a regardé dans comment évoluaient les différentes variables que l'on utilise dans ce modèle selon des scénarios d'élévation de température. Alors en s'affranchissant de la notion de temporalité de ces scénarios pour éviter la mise à jour régulière qu'impose finalement la réévaluation du GIEC à travers ces différents rapports. Et donc on raisonne en degrés d'élévation de température selon les scénarios plus 1 degré par rapport à la température moyenne en France, plus 2 degrés. Et on est capable évidemment de projeter d'autres scénarios, plus 3, plus 4 degrés selon ce système-là. Alors en termes de conclusion et de limites, donc ce qu'on peut quand même conclure, c'est que
la méthode de modélisation qui a été construite à travers cet outil BioClimSol, finalement, nous, nous informe sur la possibilité d'une bonne précision, hein. On est capable de modéliser le phénomène de dépérissement avec une bonne précision. Par contre, cela nécessite la prise en compte d'un nombre important de variables et donc des bases de données très consistantes. Ça passe par des processus de traitement automatisés et élaborés avec une supervision indispensable donc de l'expertise humaine. Ça, c'est lié à la sensibilité de la méthode de statistique aussi, on l'a rappelé tout à l'heure. Donc, c'est évidemment un atout, hein, cette méthode, mais c'est aussi, ça représente certaines contraintes et certaines limites. Et puis, dans les autres conclusions qu'on a pu, à travers toutes ces études menées pendant presque une quinzaine d'années, on a pu mettre en évidence que les facteurs biotiques et de sol ont une grande importance dans les mécanismes en jeu de dépérissement et que le climat n'expliquait pas tout dans bien des cas. Donc ça, c'est quand même une avancée importante puisque c'est souvent utilisé le climat comme un driver principal de tout ce qu'on va observer. Et là, dans le cas du dépérissement, eh bien, il y a des effets de compensation qui sont quand même non négligeables. Et enfin, le particularisme des phénomènes de dépérissement ne permet bien souvent d'obtenir qu'une validité régionale des modèles. C'est-à-dire que lorsqu'un modèle a été calibré à partir de points sur une région, eh bien, il est difficilement extrapolable au reste de la France. Parce il y a une typicité qui est liée au contexte et qui est liée à l'essence dans son contexte. De la même manière, au niveau temporel, c'est également le cas, c'est-à-dire qu'une essence qui dépérirait au même endroit à intervalle de 10 ans, eh bien, manifesterait certainement un dépérissement différent entre les deux périodes. Donc ce ne seraient pas forcément les mêmes facteurs qui interviendraient dans les deux dépérissements. Alors c'est ce qu'on a pu, par exemple, mettre en évidence à travers les études qui ont été menées sur le hêtre. Plusieurs modèles ont été comparés. Donc, on a un modèle Hauts-de-France, hein, qui a été construit à partir de données relevées en 2015-2016, un modèle Jura en 2020, un modèle Mille Vaches 2018-2019 et un modèle Haut-Languedoc. Et donc on s'aperçoit là sur le graphique du bas que les facteurs qui expliquent les dépérissements des différents modèles ne sont pas les mêmes et n'ont pas le même poids selon les différents modèles. De la même manière, le modèle national, du coup, a tendance à, quand on prend tous les jeux de données, qu'on n'en fait qu'un seul modèle, ça a tendance à lisser un peu le particularisme pour, du coup, diminuer d'autant les performances prédictives à l'échelle locale. Donc, c'est la raison pour laquelle la validité est bien souvent régionale. Et puis, une autre information, c'est que bien souvent, c'est aperçu, en tout cas pour le hêtre, c'est le cas, que le dépérissement a tendance à s'exprimer au cœur de la niche, selon un principe sur lequel, en marge de la niche, l'essence a probablement été plus habituellement exposée au stress, plus fréquemment exposée au stress, et a pu développer des stratégies d'adaptation déjà, sans parler de sélection génétique, d'acclimatation par de la stratégie de prospection racinaire plus performante, etc. Et donc, c'est finalement au cœur de la niche que l'essence est la plus vulnérable, puisque dès qu'elle est exposée à un événement un peu brutal, eh bien, sans avoir été habituée à cela, elle peut décrocher plus rapidement. Et donc ça a pu être confirmé un peu sur le hêtre à travers les différentes études qui ont pu être menées. Alors, en termes de précaution d'usage, il y a quand même des limites. Alors, liées au fait que BioClimSol repose sur des modèles statistiques, qui plus est, phénoménologiques mais statistiques. Donc, on sait que par définition, tous les modèles sont faux, même si certains sont utiles. Et leur fiabilité n'est jamais totale, donc il n'y a pas de certitude. Donc ça, c'est un message qu'on délivre aux utilisateurs de BioClimSol à l'occasion des formations qui sont la condition obligatoire pour avoir accès à l'application. Les modèles montrent des tendances seulement, ils font ressortir des facteurs principaux qui permettent d'exprimer globalement un phénomène, mais ils sont nécessairement incomplets, donc ça ne remplace pas l'expertise de terrain et ça engage plutôt les sylviculteurs à la réflexion plutôt qu'à la décision. Donc c'est une petite subtilité sémantique que l'on tente à développer de plus en plus dans nos discours. Parmi dans la longue liste des limites et des imprécisions liées à la conception de l'outil, on peut déjà commencer par cibler le réservoir utile, qui finalement
dépend de beaucoup de paramètres et quand donc ne serait-ce que la profondeur à laquelle on est capable de prospecter le sol. Et donc, Bioclimsol prescrit le recours à un sondage à la pioche et à la tarière, ce qui, dans un grand nombre de cas en France, aboutit à une prospection insuffisante pour caractériser précisément le réservoir utile. Donc, tout ça, ça passe par finalement des fonctions d'ajustement qu'on a pu établir à partir d'études, mais qui restent encore trop incomplètes pour pouvoir les utiliser dans toute la France, hein. Voilà. Il faut aussi préciser que les fonctions de pédotransfert utilisées pour l'instant en Jamagne, hein, dans Bioclimsol sont généralement pas forcément toujours performantes dans tous les contextes, que le point de flétrissement des matériaux géologiques, c'est-à-dire la capacité de rétention en eau des matériaux géologiques, n'est pas prise en compte dans la formule de calcul du réservoir utile aujourd'hui, la teneur en matière organique non plus. Et donc, ça, c'est des choses qu'on souhaite faire évoluer rapidement, puisque donc on aboutit à la conclusion qu'aujourd'hui, le réservoir utile utilisé dans les calculs et dans la modélisation est souvent très imprécis. Et donc, on aimerait faire évoluer la démarche d'expertise de ce réservoir utile à travers des travaux auxquels on souscrit, et notamment le projet RUFOR, piloté par l'IDF et accompagné de ses partenaires scientifiques et techniques, INRAE, ONF, Université de Besançon, qui travaillent sur tous ces axes-là autour du réservoir utile. Nous avons mené également récemment une étude sur les performances d'évaluation du pH des sols en comparant plusieurs appareils et plusieurs modalités de mesure en rapport avec une valeur de référence, hein, le laboratoire. Et cette étude a permis de démontrer que les procédés utilisés jusqu'alors, hein, comme notamment les pH-mètres colorimétriques ou certains pH-mètres d'entrée de gamme électronique étaient insuffisants, avaient une résolution et une précision insuffisantes pour pouvoir s'exprimer de manière performante sur cet aspect-là d'expertise du sol. Euh, Certains autres appareils, hein, comme celui de la marque Extec ici, hein, pour pas dévoiler le résultat de l'étude, eh bien, se sont révélés être des solutions beaucoup plus performantes que les autres. Et donc, c'est la raison pour laquelle on essaye d'évoluer aussi sur les prescriptions que l'on délivre en matière de démarche diagnostique, et notamment jusqu'à la mesure du pH. Sur les limites des modèles en eux-mêmes, donc les modèles de niche que l'on embarque dans l'outil, on est conscient, et ça, c'est des messages que l'on délivre aussi à travers les formations lorsque l'on diffuse l'outil vers des utilisateurs qui accèdent. Eh bien, les modèles de niche, ils embarquent quand même pas mal d'imprécisions, pas mal d'incertitudes. Alors, liées à l'aire de répartition connue des essences sur lesquelles on s'appuie pour construire les modèles et qui sont souvent imprécises. Donc, qui dit imprécision au départ, dit imprécision à la sortie. L'aire de répartition de certaines essences que l'on utilise n'est souvent pas le reflet du potentiel total de l'essence. Donc ça limite parfois certains modèles de niche. Donc, ce sera l'exemple, par exemple, on prend souvent l'exemple du pain lariceau de Corse qui est capable de pousser dans des conditions bien au-delà de celles rencontrées en Corse. Les paramètres climatiques que l'on utilise pour expliquer la présence, et prédire du coup la présence, l'absence d'une essence selon nos projections, eh bien, en général, cette, c- cette, ces paramètres ne sont pas forcément explicatifs pour toutes les essences et selon les contextes, hein, on citera les essences nord-américaines pour lesquels les drivers climatiques que l'on étudie, comme les températures minimales du mois de janvier, du mois de mars, les demandes climatiques en eau en saison de végétation, ne sont pas forcément les drivers qui expliquent la présence des essences dans leur aire d'origine, en Amérique du Nord. Ça marche pas très bien en France, du coup. Et puis, parfois, il y a aussi les effets qui interviennent, d'autres facteurs compensateurs qui vont venir gommer finalement le poids explicatif du climat dans la présence de l'essence. Ça va être le cas des essences sur milieu humide, par exemple, qui s'approviennent directement dans une nappe, comme le peuplier ou l'aulne, et qui vont du coup se rendre par le fait de la proximité immédiate avec une source d'alimentation en eau, ne vont pas expliquer leur présence par des gradients climatiques. Alors, la multiplicité des approches et cadres d'usage est également une difficulté à laquelle on se confronte lorsqu'on diffuse de Bioclimsol. Aujourd'hui, il existe plusieurs approches qui s'expriment sur des expertises qui répondent à des questions différentes. Ici, je vous ai projeté un exemple sur le cèdre de l'Atlas.
ou modèle de niche, qu'il s'agisse de l'expertise proposée par l'outil Climessence ou BioClimSol, ben, on observe déjà sur les deux cartes de gauche des différences et une variabilité importante, hein, qui pourraient provenir des paramètres climatiques qui sont pris en compte, comme des données climatiques qui ne sont pas les mêmes. Voilà. Mais au-delà de ça, on voit qu'à travers les modèles de dépérissement qui sont développés à travers BioClimSol, toujours sur cette essence, le cèdre, on observe encore des nuances supplémentaires qui vont venir notamment illustrer le fait qu'au cœur de la niche, une essence peut dépérir, c'est le cas ici par exemple, comme le fait que finalement les drivers avec lesquels on a cherché à expliquer la présence de l'essence à partir de sa niche, finalement se retrouvent gommés par des effets d'événements qui vont venir provoquer des phénomènes de dépérissement en dehors de ces facteurs explicatifs. Et donc, en général, on s'en sort euh, par le fait que ces différentes approches répondent à des questions différentes. Les modèles de niche cherchant à prédire où l'essence pourrait vivre, par exemple, on pourrait l'exprimer comme ça, et les modèles de dépérissement où l'essence pourrait dépérir. Alors, il y a aussi les limites liées à l'incertitude du climat futur. Donc, dans BioClimSol, on s'intéresse beaucoup aux projections de climat futur qui ne sont pas neutres dans les sorties des modèles et l'expertise que l'outil propose à ses utilisateurs sur des scénarios d'avenir, en regardant d'un peu plus près différentes sources de données sur ces projections futures. On a ici, par exemple, comparé la variation de la température des maximales de juin à août, si on élève, selon un scénario d'élévation de température moyenne de plus 1 degré sur le territoire, à partir de Météo France, le modèle Safran, et à partir de Chelsea, et on observe que les deux modèles ne projettent pas du tout les mêmes tendances. On a appliqué la même symbologie pour les deux cartes, hein, pour préciser. Et donc, on s'aperçoit que Chelsea a tendance à ne pas voir aussi précisément ce que Safran serait peut-être capable de détecter en matière de variation climatique avec des influences très locales. Donc ça nous amène aussi parfois à pondérer un peu les sorties que les outils proposent et que BioClimSol propose, avec le fait que les scénarios futurs, il y a quand même une grande incertitude aussi liées aux projections de scénarios futurs et qu'il faut donc faire attention à la manière dont on les interprète et on les utilise. Donc ces incertitudes liées aux tendances d'évolution des scénarios futurs, eh bien, ça nous fait nous poser la question de savoir comment on va projeter l'ensemble des variables dont on aura besoin. Alors si c'est possible de le faire relativement aisément aujourd'hui avec la température, parce que les tendances se dessinent et se confirment à travers les travaux du GIEC, il existe d'autres variables utilisées dans nos modèles qui reposent sur l'évapotranspiration, qui reposent sur la récurrence d'événements, par exemple, sur lesquels on a plus de difficultés à projeter à plus long terme ces variables. Et de plus en plus, on se rend compte, en étudiant tout cela de près, que, on aboutit, dans beaucoup de contextes en France, à des climats néoformés, c'est-à-dire que les essences n'ont jamais rencontré, en fait, et dont les caractéristiques, finalement, euh, dérogent à toute logique qu'on avait jusqu'alors sur les caractéristiques climatiques. Et alors ça nous fait nous poser la question sur les indicateurs climatiques qu'il faudra prendre en compte pour demain. Et il y a à un moment donné un changement qu'il faudra probablement opérer. Tout ce raisonnement autour d'un seul et unique référentiel aussi que proposent aujourd'hui les trajectoires de réchauffement de référence pour l'adaptation au changement climatique, la TRAC, a donc été impulsée par le ministère de la Transition écologique, eh bien aussi nous permet de définitivement nous caler par rapport à un même référentiel, hein, une période pré-industrielle. Et ça, c'est des opérations qu'on est également en train d'opérer, de mise à jour, hein, dans l'outil BioClimSol. Alors, pour plus d'informations sur la méthodologie scientifique vous pourrez retrouver tout ça à travers la première publication déposée dans le cadre de la thèse de Jean Lemaire en 2022 dans Forest Ecology Management. N'hésitez pas aussi à retrouver euh, toutes les publications techniques que le CNPF diffuse régulièrement autour de l'outil, en particulier un dossier qui date de mars 2022 dans le Forêt Entreprise numéro 264. Il faisait le tour complet de l'outil BioClimSol et des dernières avancées.
Voici les références de la thèse en cours de Jean Lemaire, encadrée par l'INRAE UMR Recover Aix en Provence. Bernard Prévosto, directeur de thèse, Maxime Cailleret, Michel Ventier, comme co-encadrant. Voilà. Et donc, pour quelques petites informations sur le fait que le bioclimsol a été primé 2 fois dans le cadre d'un prix européen et d'un prix des instituts techniques agricoles. Alors, l'application mobile, pour en dire 2 mots, elle se présente donc, elle est accessible via une formation qui est proposée par le CNPF, obligatoire, et qui permet d'obtenir une licence nominative d'utilisation pour plusieurs années. Donc, c'est la première étape, suivre cette formation pour avoir une licence. Derrière quoi, on télécharge l'application, on s'y connecte et on peut ensuite développer la démarche, donc qui passe par des étapes, hein. Au bureau, on télécharge des données, donc les fameuses données raster qui sont téléchargées depuis nos serveurs et qui embarquent toute l'expertise climatique et topographique. On se géolocalise une fois en forêt, à l'aide de la tablette, ce qui permet de tout de suite relever l'ensemble des conditions topographiques et climatiques à partir des données chargées sur le point relevé. Et à partir de là, on saisit les données de terrain dans les formulaires de l'outil, hein, selon des étapes, une démarche par étape, qui caractérise le contexte stationnel, le peuplement, la pédologie, les problèmes sanitaires, le dépérissement, à l'issue de quoi on peut consulter les sorties de l'outil, donc selon 2 types de sorties. Un module solution de boisement qui donc intègre tous les modèles de niche et un module diagnostic de peuplement sur pied qui intègre les risques de dépérissement, donc représentés sous la forme des indices standardisés de 1 à 10, selon donc les scénarios climatiques actuels, +1, +2 pour le moment, et donc avec une lecture relative qui offre une lecture relative de ce risque entre les essences, les unes par rapport aux autres. Donc on consulte les résultats par essence comme ça, sous forme de liste, et ça aboutit à des prescriptions de gestion, des recommandations sylvicoles qui peuvent être délivrées sous la forme de compte rendu, comme sous la forme d'outils qui sont fournis lors des formations, des clés d'aide à la décision, et donc de documentation technique qui vont un peu plus loin et qui permettent d'interpréter les sorties de l'outil depuis l'applicatif, pour traduire cela en recommandations de gestion. Alors les produits d'expertise, donc ça prend bien la forme de ces indices standardisés dans l'application à l'échelle de la parcelle, mais il y a aussi ces cartes que l'on est capable de produire, j'en parlais au début. Alors, sous conditions contractuelles strictes, hein, convention d'utilisation, j'y reviendrai, parce que donc, c'est des cartes qui exigent une utilisation selon des prescriptions assez attentives. Ici, l'exemple des 2 modèles châtaigniers qui sont projetés à gauche et à droite de l'écran, avec des tendances qui ne sont pas du tout les mêmes, compte tenu du fait que ces 2 modèles ont été construits sur des jeux de données différents et ont exprimé un des 2 dépérissements radicalement différents. Le premier, à gauche, représentant plutôt le modèle en plaine et façade océanique de la France, était plutôt expliqué par l'encre du châtaignier. C'est la raison pour laquelle, lorsque l'on paramètre le réservoir utile de la station en réservoir plus élevé, on observe une augmentation du risque lié au fait que l'encre profite des situations plus humides des sols pour se propager et infecter les arbres. A contrario du modèle de droite, qui était plutôt un modèle de dépérissement du châtaignier en situation de montagne et climat continental, dans lequel ont été observés des effets de la sécheresse et de la chaleur beaucoup plus prégnantes, donc des effets climatiques et pas pathologiques, pas biotiques. Et là, cette fois-ci, vous observez que la tendance, quand on paramètre le réservoir utile en réservoir plus élevé, le risque a tendance à diminuer, puisque l'effet compensateur finalement de ce réservoir utile opère sur les situations de stress hydrique. Donc, c'est la raison pour laquelle on invite à un usage très vigilant de ces cartes, qui peuvent être radicalement différentes, montrer des tendances différentes. Et c'est la raison pour laquelle on conditionne l'accès à ces cartes à des cadres d'usage très particuliers et sous conditions contractuelles avec des conventions d'utilisation. Donc les recommandations de gestion, elles sont délivrées sous forme de clés, je le disais précédemment. Ces clés, elles intègrent en général un état sanitaire du peuplement à l'instant T, relevé à l'instant T, et elles vont mettre en rapport cet état sanitaire avec le niveau de vigilance observé de bioclimsol, donc de dépérissement, c'est-à-dire la probabilité d'observer un dépérissement. Là, on insiste sur le fait que ça peut être
c'est deux choses différentes, hein. On peut observer un peuplement sain à un instant T et tout en ayant un fort risque de dépérissement à court terme. Voilà. Et selon cette mise en relation, on injecte aussi l'exploitabilité du peuplement, ce qui nous permet d'orienter l'utilisateur vers soit un maintien en production par des opérations d'amélioration, soit un renouvellement plus ou moins brutal ou progressif selon l'urgence de la situation. Pour les cas qui semblent les plus délicats à gérer, on injecte aussi la notion de résilience à travers des prescriptions d'usage du protocole Archie qui va chercher cette information-là, des critères qui nous permettent de nuancer un petit peu les prescriptions de gestion en reposant sur ces effets de résilience qu'on est capable de détecter dans les peuplements. Alors, aujourd'hui, donc, l'outil BioClimSol est dans les mains d'à peu près 700 utilisateurs et a produit environ 7000 diagnostics exploitables, c'est-à-dire bénéficiant de tous les ingrédients pour construire des modèles pour nous, avec le niveau de dépérissement. C'est à peu près 15 000, le double en tout, en tonobase. Cette interface de terrain, donc pour le diagnostic à l'échelle de la parcelle, elle représente surtout une opportunité pour nous de d'avoir mis en place un système d'outils de recherche collaborative, c'est-à-dire que l'utilisateur de terrain alimente via l'application qu'il utilise nos bases de données de terrain, ce qui nous permet sans cesse d'envisager une mise à jour et une progression de l'expertise scientifique à travers la construction, la calibration, voire le test de modèles de dépérissement que l'on réinjecte ensuite dans le système au profit de l'utilisateur à nouveau. Donc ces modèles et algorithmes, il faut retenir qu'ils sont en amélioration constante selon ce principe d'apprentissage. Ça, c'est voulu aussi en lien avec le fait que j'ai rappelé tout à l'heure que les phénomènes de dépérissement évoluent avec le temps et que une règle qui fait règle à un moment donné ne le fera peut-être pas toujours pour une essence. Donc, il faut continuer d'observer en fait et de capter des données qui permettent sans cesse d'intégrer finalement ces nouveaux signaux captés dans l'expertise de l'outil. On rajoute en général que la conception modulaire de l'outil offre de nombreuses possibilités d'évolution de l'expertise aussi. C'est-à-dire que pour l'instant, l'outil BioClimSol ne se prononce que sur les risques de dépérissement et d'incompatibilité écologique, on l'a dit, mais sa conception modulaire pourrait, et sa méthodologie, hein, par la méthode de relation statistique PLS, pourrait permettre d'accueillir demain d'autres compartiments d'expertise et de s'exprimer sur d'autres enjeux sur les risques d'autres enjeux, notamment le déstockage de CO2, les pertes économiques, les risques de feu, de gel, voilà, d'érosion, de maladies. Je vous remercie de votre attention.